Bonjour à tous. Alors, vous savez, les journalistes ont les marronniers. Les marronniers, c'est ce truc qui revient un peu tous les ans au même moment. Et là, on arrive à l'entrée de l'hiver et il y a un marronnier qui est évident, c'est le sujet de la vaccination. Alors, c'est pas tout à fait un marronnier parce que là, on a quand même des nouveautés sur les derniers mois et les dernières années qui sont des nouveautés extrêmement importantes. Alors, évidemment, il y a toujours la discussion du Covid, mais il y a également de nouvelles vaccinations qui arrivent maintenant. Et on a la chance d'en discuter avec Élodie Blanchard, qui connaît particulièrement bien ce sujet, puisqu'elle a fait une sorte de livre blanc de la pneumologie de la vaccination et qui continue d'être vraiment très à la pointe de ces discussions. Alors, on va parler évidemment de Covid, on va parler de grippe, on va probablement aller un petit peu plus loin que ces vaccinations et parler du VRS, parler également, pourquoi pas du zona. On voit que c'est un sujet qui est très très large, qui est même tranquillement en train de s'installer sur une sorte de révolution en termes de prise en charge des patients asthmatiques et allergiques. Donc Elodie, on t'écoute et puis ensuite tu subiras le feu de nos questions. Merci beaucoup, merci pour cette invitation et pour cette très gentille introduction. Effectivement, on va parler vaccination. J'ai prévu un petit support de diapositive. Alors l'idée n'est pas que ça nous prenne trop. Alors est-ce que tout le monde voit bien Nous, on ce voit que bien. je Nous, c'est bon. partage? En plein écran. Oui, alors je vais juste me mettre aussi côté caméra parce que j'ai un deuxième écran. Et voilà. Est-ce que pour vous, c'est OK? Ou est-ce Parfait. qu'il y a encore ou est-ce qu'il est en double? Non, c'est C'est bon. bon pour vous? Eh bien, c'est parfait. Donc, effectivement, tout d'abord, mes liens d'intérêt en lien avec la présentation. Donc, j'ai participé à des conférences pour des laboratoires pharmaceutiques. C'est important de le signaler. Et tout d'abord, je voulais revenir sur le principe de la vaccination parce que tout le monde n'est pas complètement à l'aise avec ça. Globalement, qu'est-ce que c'est qu'un vaccin? C'est une injection d'une substance qui est composée de tout ou partie d'un agent pathogène, d'un microbe qui est complètement inactif, hein. Donc la vaccination ne peut pas transmettre de maladie. Et en fait, le fait d'introduire une partie de ce microbe va générer une réponse immunitaire et la production de défense et d'anticorps qui va mettre l'organisme en alerte. Ce qui fait que quand vraiment l'organisme sera en contact avec ce microbe, qu'il soit bactérien ou viral selon le vaccin, eh bien, les défenses immunitaires seront prêtes à faire feu et à l'éliminer très très vite. Et donc, c'est en ça que eh bien, la vaccination prévient idéalement l'infection, mais prévient surtout les formes graves de l'infection en rendant le système immunitaire tout à fait prêt à la rencontre avec l'agent pathogène. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de se faire vacciner? Et bien sûr, j'ai fait un petit focus sur l'asthme. Tout d'abord parce que l'asthme, vous savez que trop bien, c'est une maladie chronique qui va évoluer à la faveur de crises ou d'exacerbations qui vont avoir différentes origines. Parfois, c'est lié à une allergie, parfois, c'est lié à la pollution, mais en fait, parfois, c'est lié à des infections, qu'elles soient virales, telles que la grippe, mais il y a aussi d'autres virus dont on reparlera, comme le VRS, c'est le virus de la bronchiolite du nourrisson qui affecte aussi l'adulte et puis le Covid, le SARS-CoV-2, et puis d'autres bactéries telles que le pneumocoque. Et on sait que quand on est asthmatique, l'objectif d'un traitement est de réduire au maximum le nombre de crises d'asthme, le nombre d'exacerbations, parce qu'on sait que ce sont ces exacerbations qui altèrent la qualité de vie d'un patient. Et donc, prévenir la survenue de ces infections participe à la réduction de ces exacerbations, de ces crises. Ça va être un premier facteur très important.
Et puis, autre point, quand on est asthmatique, et particulièrement si on est asthmatique sévère ou qu'on a un asthme qui n'est pas contrôlé, on a une inflammation bronchique qui va rendre le patient plus à risque de développer une infection quand on rencontre le pathogène. Parce que heureusement, eh bien, quand on rencontre le virus grippal ou quand on rencontre le Covid, on ne fait pas dans 100% des cas une infection. Et le fait d'avoir un asthme va nous rendre beaucoup plus sensibles au fait de développer cette infection, et particulièrement l'infection à pneumocoque, qui est une bactérie responsable de pneumonie qui peut être redoutable et causer des décès. Alors, je voulais quand même vous dire un petit mot, particulièrement de la grippe, puisque c'est quand même d'actualité. Euh, je, je pense qu'on ne connaît pas assez le fardeau de la grippe. On a bien sûr cette représentation de l'affection aiguë qui donne de la fièvre, qui donne de la toux, qui fatigue beaucoup, qui donne des courbatures. Mais on sait moins, et c'est dommage, que la grippe, en fait, augmente de 8 fois le risque de faire un accident vasculaire cérébral, augmente de 10 fois le risque de faire un infarctus du myocarde dans les 7 jours suivant cette infection, entraîne une perte d'autonomie chez les seniors, des déséquilibres glycémiques chez les diabétiques et est associé à un surrisque de pneumonie. Donc ça, je pense que c'est très important de le rappeler. Et de la même façon, et là, je vous ai mis sur cette diapositive, le risque d'infarctus du myocarde dans les 7 jours, je viens de vous parler de celui de la grippe, mais vous voyez qu'il est également plus important que la normale chez des patients asthmatiques ou pas, mais chez des patients qui vont présenter une infection au virus dont on a parlé tout à l'heure, qui est le virus respiratoire syncytial, le virus de la bronchiolite du nourrisson, mais qui clairement ne touche pas que le nourrisson. Et puis finalement, mais même les autres virus impactent par le biais de l'inflammation le risque d'infarctus. Et ça, maintenant, c'est de plus en plus connu et je pense que c'est quelque chose à considérer. Et puis, autre élément pardon, à considérer, c'est l'autonomie. Et ça, je pense que maintenant, tout le monde est d'accord pour dire que c'est bien de vieillir, mais c'est bien de vieillir en parfaite autonomie à la maison. Et on se rend compte que les infections virales, que ce soit la grippe ou le VRS, mais on peut tout à fait extrapoler ça aux infections à pneumocoque, hein. Aussi, on a des données qui sont assez similaires, montrent les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait une infection, à grippe ou à VRS hospitalisé, eh bien, on a une perte d'autonomie qu'on ne récupère pas 6 mois après cette infection. Donc, ben, en fait, on a plein d'infections, plein de raisons de se faire vacciner. Alors, contre quel pathogène et comment? Donc là, ça va être une diapositive un petit peu chargée, mais ça va être la seule pour essayer de faire un petit résumé sur les vaccins utiles et comment les réaliser. Tout d'abord, on vient d'en parler. Ah mince, j'ai une animation qui ne passe pas, excusez-moi. On vient de parler de la grippe, il ne faut pas regarder ce qu'il y a à droite. Euh, la vaccination grippale, elle est recommandée à 100% chez les patients asthmatiques et leur entourage, parce que une infection grippale est susceptible de décompenser la maladie. Et puis, ben, malheureusement, on le sait, la vaccination grippale, c'est pas efficace à 100%. On est plutôt autour de 50%, 60, 70% dans les très très bonnes années. Et donc, c'est en ça qu'on a besoin de créer un cocon, en fait, autour du patient. Et puis, bien sûr, il y a des variations selon les années parce que la composition du vaccin grippal, il est fait euh, tous les ans à partir des souches qui circulent dans l'hémisphère sud. Et donc, parfois, eh bien, il y a un pari qui n'est pas totalement gagné, quoi. Et c'est l'OMS qui fait ça. Le Covid, donc le Covid, comme la grippe, est un virus qui peut déstabiliser un asthme. Alors là, quelque part, les choses se sont un peu simplifiées en termes de disponibilité de vaccins, puisqu'il n'y en a plus qu'un maintenant, qui est le vaccin à ARN messager, qui est adapté aux variants actuellement circulants. Les- la, comment dire, l'élément important avec Omicron et le variant circulant qui est JN1, maintenant KP2, KP3, bon, il y a toujours une évolution de variants, mais quoi qu'il en soit, on a une immunité post-vaccinale, mais aussi post-infectieuse, hein,
qui est assez courte et qui nécessite d'être reboostée régulièrement. Parce que, et ça c'est prouvé, la vaccination reste efficace pour prévenir les formes graves du Covid. Clairement, attendre du vaccin Covid de prévenir l'infection, peut-être qu'il ne faut pas être trop ambitieux. En revanche, les patients que l'on voit actuellement dans les services et qui ont une infection à Covid grave sont les patients qui ne sont pas vaccinés. Alors, en termes de délai, c'est 6 mois après la dernière injection ou infection, avec un délai qui peut être réduit à 3 mois si on a plus de 80 ans ou si on a une diminution des défenses immunitaires. Le pneumocoque, donc je vous l'ai dit, c'est la bactérie, c'est une bactérie responsable de pneumonie qui peut être extrêmement virulente. Là aussi, une simplification, alors très attendue, hein, parce que sachez que les couvertures vaccinales en France, chez les patients asthmatiques sévères, mais également chez les insuffisants respiratoires, hein, sont catastrophiques, hein. On a moins de 15% des patients qui sont vaccinés. Donc on a vraiment un devoir en tant que médecin de bien vous informer en tant que patient. Et c'est pour ça que je suis très, très contente qu'on aborde ce sujet-là ce soir pour essayer d'améliorer ça parce que ce sont des décès qui sont évitables, en fait, hein. Et on a maintenant un schéma qui est bien plus simple. Vous avez probablement entendu parler du schéma à 2 vaccins, vous l'avez peut-être même reçu. Mais maintenant, c'est une dose unique de vaccin 20 valents. Alors, si vous avez reçu le schéma complet, vous êtes tranquille pendant 5 ans. Vous pouvez faire la dose de 20 valents 5 ans plus tard. Si vous avez reçu l'un ou l'autre des 2 vaccins pneumocoques, vous pouvez attendre 1 an et recevoir ce vaccin qui est plus adapté à l'évolution des pneumocoques, parce que bien sûr, ce serait trop simple s'il n'y en avait qu'un. Et puis, Excusez-moi, oui, j'ai une question. Des personnes qui ont été, par exemple, vaccinées il y a plusieurs années contre le pneumocoque, là, on repart à zéro et on repart à zéro, effectivement. repart à zéro. Et c'est donc Si une on dose. est, tout à fait, si on est à plus de 5 ans d'un schéma complet, on repart à zéro, on fait une dose. Alors pour l'instant, bien sûr, on a des données qui sont évolutives et il est encore trop tôt pour dire on refait 3 ans plus tard ou on refait 5 ans plus tard. Ça va nécessiter de nouveaux positionnements. On ne peut pas vous D'accord. dire pour le moment. Et puis, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On a ce virus qui s'appelle le VRS, qui est clairement euh, un fardeau chez les nourrissons, hein, qui envoie les petits nourrissons tous les hivers dans les urgences pédiatriques, mais qui est aussi responsable de décompensation de maladies respiratoires chroniques telles que l'asthme ou la BPCO. Et ce virus, eh bien, malheureusement, on ne peut faire que le regarder parce qu'on n'a pas de traitement curatif vis-à-vis de ce virus. En revanche, on a maintenant des vaccins qui ont été développés. Il y en a 2 qui sont déjà disponibles en pharmacie dès 65 ans. 65 ans parce que les patients asthmatiques ont accès à ces vaccins, ce qui n'est pas le cas de la population générale, où c'est à partir de 75 ans. Donc, on a 2 vaccins actuellement disponibles qui ne sont pour l'instant pas encore remboursés, avec un prix qui est de fixation libre par le pharmacien. Un troisième qui arrive avec des technologies un petit peu différentes. Il y a de l'ARN messager, mais il y a aussi du protéique. Ce sont des vaccins qui sont très efficaces. Vraiment, les études qui ont permis leur autorisation de mise sur le marché sont impressionnantes. Et on espère qu'ils seront bientôt remboursés parce qu'en tant que pneumologue, on y voit un intérêt vraiment majeur. Et là aussi, c'est une seule injection et pour l'instant, pas de données sur l'intérêt d'une revaccination. Donc ça, c'est pour le VRS. Et puis, on continue dans cette diapo chargée, mais bien sûr, si vous voulez, on y reviendra ensuite, hein. La coqueluche, vous avez peut-être entendu la recrudescence des cas de coqueluche cette année, avec plus de 30 nourrissons qui sont décédés, hein, donc ça a été dramatique.
liée à la perte de l'immunité coqueluche, aussi parce que c'est un vaccin qui n'existe pas seul, il est combiné au vaccin diphtérie, tétanos, polio. Et puis, ben, déjà que la couverture du vaccin diphtérie, tétanos, polio seul est pas très bonne, hein, c'est le vaccin qu'on fait à 25, 45, 65 ans. Eh bien, associé à la coqueluche, eh bien, il fallait y penser, quoi, disons. Et donc, les recommandations jusque-là étaient de vacciner l'entourage d'un nourrisson, puisque c'était les, euh, les plus touchés par cette maladie. Mais il faut savoir que les patients qui ont des maladies respiratoires chroniques, qui sont tousseurs, en fait, liés à leur maladie, ont montré quand même dans le sang des traces de titres d'anticorps anti-coqueluche, hein, qui sont bien plus élevés que dans la population générale, ce qui suggère, et bon, bien sûr, ça nécessite confirmation, que la coqueluche circule quand même un peu plus dans ces populations et qu'il y aurait peut-être un intérêt à vacciner. Alors, quelque part, euh, la situation fait que on arrive là aussi à une simplification puisque le vaccin DTP seul n'est plus commercialisé depuis cet été. Donc, chaque rappel DTP sera fait avec une valence coqueluche. Donc, à chaque fois qu'un patient sera, enfin, qu'un sujet, même en population générale, sera vacciné contre diphtérie, tétanos, polio, aux âges clés de la vie, 25, 45, 65, il sera vacciné contre la coqueluche. On espère que ça va pouvoir permettre d'augmenter la couverture vaccinale et de ne pas se retrouver dans la situation que, on a connue cette année et qui peine à revenir à la normale. Et puis, effectivement, Gilles en parlait tout à l'heure, on a l'arrivée d'un vaccin Zona, qui est très intéressant, qui est un vaccin inactivé en 2 injections, espacées de 2 mois, qu'on peut proposer en population générale dès 65 ans. Et c'est vrai que c'est un vaccin qui est utilisé depuis plusieurs années en Amérique du Nord, en Europe du Nord. Mais en France, on a eu un petit peu de mal à l'avoir. Et d'ailleurs, pour le moment, il n'est accessible et remboursé. Enfin, il n'est remboursé d'ailleurs parce qu'il est accessible en pharmacie de ville, mais il n'est remboursé qu'au titre de l'accès direct en pharmacie hospitalière. Le remboursement devrait ne pas tarder et probablement arriver courant novembre, décembre, janvier maximum. Et comme vous le savez, le zona, c'est quand même quelque chose de très douloureux qui impacte la qualité de vie des gens, qui implique des recours aux soins. Je pense que c'est une vaccination qui a clairement un intérêt, d'autant plus que l'asthme a été associé à un sur-risque de zona par rapport à la population générale. C'est pourquoi? Alors, il y a beaucoup d'hypothèses, mais pas de certitude. En tout cas, clairement, il y a eu l'histoire de la corticothérapie, qu'on utilise heureusement de moins en moins. Et aussi, quand même, ce qu'il faut dire pour rassurer tout le monde, c'est que les biothérapies n'entraînent pas de risque particulier de zona. On a forcément, et on va en rediscuter, une vigilance vis-à-vis des effets secondaires qui surviennent après vaccination ou après injection de biothérapie, mais on n'a pas de lien évident qui soit fait entre les deux. Et juste un tout petit mini mot sur le vaccin contre hémophilus. De temps en temps, on voit venir des patients qui sont vaccinés contre hémophilus. Euh, L'hémophilus enfin, qui a un vaccin disponible n'est pas le même que l'hémophilus responsable de bronchite. En fait, malheureusement, ce sont deux bactéries différentes qui ont le même nom. Donc, parfois, il y a une vaccination qui est excessive, quoi. Voilà, et je voulais dire un petit mot sur les allergies et les vaccins, parce que ça, c'est quand même un grand sujet. Et dans le guide pratique de vaccination en pneumologie auquel a fait référence Gilles, on a eu la chance d'avoir un allergologue d'Annecy qui a traité un chapitre dédié à la vaccination et à l'allergie, qui est très bien fait et qui permet de clarifier certains points et dont j'en ai repris quelques-uns, notamment quelle allergie contre-indique quel vaccin. Alors, il a bien été noté qu'il y a deux situations
contre-indique une vaccination, c'est quand il y a une allergie grave connue à l'un des composants du vaccin ou quand il y a eu une réaction allergique grave lors d'une précédente injection. En revanche, les allergies qui sont supposées, non avérées, ou même les allergies chez des proches de la famille ne sont pas des contre-indications. Bien sûr, quand il y a une situation d'allergie grave, il faut que des explorations allergologiques soient entamées, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour la vaccination chez l'allergique? Alors, deux points qui ont été abordés par le docteur Anouine. D'une part, chez l'atopique, il est quand même conseillé de ne pas vacciner lors d'une poussée aiguë ou lors d'une exposition à risque. Alors, c'est un peu difficile toujours parce que on ne veut pas non plus louper des opportunités de vacciner. Mais il semble qu'il est quand même raisonnable de décaler une vaccination quand on est en pleine poussée atopique ou d'exposition pollinique, par exemple, chez les allergiques au pollen. Un autre point qu'il a abordé, je trouve, de façon très simple, c'est l'allergique à l'œuf. Parce que, vous le savez peut-être, le vaccin grippal est cultivé sur œuf. Il faut savoir que le contenu en ovalbumine de ce vaccin grippal est réglementé et extrêmement faible, à moins de 1 micron, mais qu'il est variable d'un lot à l'autre. Les recommandations américaines et anglaises ne contre-indiquent pas la vaccination grippale chez l'allergique à l'œuf, IgE dépendant. Ça, c'est un point quand même assez in- intéressant et important. J'ai envie de dire, il y a peut-être une solution qui va clore le débat, c'est qu'on a de nouveaux vaccins grippaux qui arrivent et qui ne seront pas cultivés sur eux et qui vont permettre peut-être j'espère, de mieux vacciner ces patients. Un petit mot sur la vaccination Covid et les explorations allergologiques et leurs indications. Il est indiqué de faire des explorations dédiées quand il y a une histoire de réaction immédiate ou d'allergie sévère à un médicament injectable ou un vaccin contenant du PEG ou du polysorbate. Quand il y a un antécédent d'anaphylaxie à la prise orale de PEG, donc ça c'est contenu dans les laxatifs, ou chez des patients qui font des anaphylaxies répétées sans qu'on identifie bien la cause, bien sûr, il faut avoir une prudence particulière. Excusez-moi, c'est quoi le PEG? Le PEG, c'est un des composants du vaccin, effectivement. Merci. J'aurais dû. Et en fait, c'est contenu aussi dans les laxatifs. C'est le polyéthylène, glycérol, glycol. Je pense. C'est un excipient, un adjuvant Exactement. C'est pas un adjuvant, c'est un excipient, effectivement. C'est les préparations des coloscopies. aussi. D'accord. C'est pour ça que quelqu'un qui dit je suis allergique au vaccin Covid, mais qui a dans son traitement des laxatifs, bah, clairement, il n'y a, il y a aucun problème. Ça peut être un moyen, quoi. Et puis, juste pour terminer, quelques petits points généraux. Est-ce qu'on vaccine l'entourage? Oui, très très important. On vaccine l'entourage pour les raisons que je vous ai citées. Est-ce qu'on peut vacciner lors d'une exacerbation ou lors d'un épisode infectieux? Oui, il n'y a pas de problème d'efficacité, il n'y a pas de problème de tolérance. En revanche, si on est sur une exacerbation d'asthme en lien avec une allergie et une exposition pollinique, on a dit, on décale un petit peu par mesure de prudence. Et c'est pas contre-indiqué. Enfin, est-ce qu'on peut vacciner sous biothérapie? Oui, il est tout à fait possible de vacciner sans adaptation particulière. Ce qu'on propose, c'est de ne pas administrer les deux le même jour pour bien différencier les effets secondaires potentiels. Mais plusieurs études montrent qu'il n'y a pas d'argument pour une moins bonne efficacité de la vaccination et pas de risque de dégradation de l'asthme, qui est le plus souvent sévère si on est sous biothérapie, après vaccination. Et ça, c'est un point très important qui inquiète souvent, à très juste titre, les patients. Et puis, c'est mon avant-dernière slide. Euh, Est-ce qu'il y a des alternatives à la vaccination? Donc ça, c'est un chapitre qui a été traité dans le guide vaccin par un infectiologue de Garches et qui a repris
toutes les études concernant, parce qu'il en existe en fait pas mal, hein, concernant l'homéopathie, les stimulants de l'immunité, les compléments alimentaires, les probiotiques, avec le plus souvent, c'est dans le cadre de la grippe. Aucun de aucune de ces alternatives n'a montré son efficacité claire. Peut-être que les probiotiques auraient un intérêt, donc c'est intéressant à soulever, en association avec la vaccination. En revanche, et il faut quand même rappeler que les probiotiques sont contre-indiqués chez des patients qui ont des défenses immunitaires assez basses. Et donc pour finir, au total, j'espère que euh, vous avoir convaincu, parce que moi je le suis fermement, que se vacciner, c'est se protéger d'une infection potentiellement grave, c'est éviter une exacerbation de sa maladie, notamment un asthme, c'est potentiellement éviter un infarctus dans les 7 jours suivant une grippe. Et donc, on a aujourd'hui des vaccins efficaces qui sont ultra surveillés, bien tolérés. La grippe, ben, c'est tous les ans. Tout patient qui est atteint de maladie respiratoire et son entourage. Le vaccin Covid, ben, c'est sûr, il y a une certaine lassitude qu'on comprend, tout à fait. Mais je pense qu'il est important de rappeler qu'il est toujours efficace contre les formes graves. La vaccination pneumocoque s'est considérablement simplifiée et j'espère que ça va conduire à une amélioration des couvertures vaccinales parce que c'est vraiment des décès évitables. Et la vaccination VRS, eh bien, elle est, j'ai envie de dire, débutante, en tout cas pas encore remboursée, mais probablement une vaccination qui va rendre service pour l'instant à proposer aux plus de 65 ans. Et comme vous l'a dit Gilles, il y a ce guide pratique de vaccination en pneumologie que j'ai eu la chance de coordonner avec le GREPI, c'est un groupe de recherche en pneumo-infectiologie, en 2020 avec les infectiologues, les microbiologistes. On a fait ce guide qui est construit en 3 parties, les pathogènes, les pathologies et des questions générales. Et clairement, compte tenu des actualités, il fallait l'actualiser et puis peut-être le rendre un petit peu plus sympathique. Donc on l'a actualisé là cette année. Il va paraître sous peu là, c'est vraiment imminent dans quelques jours et est déjà paru et sera distribué aux médecins principalement un format poche de ce petit guide pratique de vaccination qui est un format papier qu'on peut avoir facilement avec soi et j'espère que ça pourra répondre aux différentes questions et participer à l'amélioration de la couverture vaccinale. Voilà, je suis à disposition pour vos nombreuses questions, j'imagine. Merci beaucoup Merci. pour cette présentation très claire. Et effectivement, il y a vraiment beaucoup de changements. Et dans mon introduction, j'avais oublié le pneumocoque. Je vais assez rapidement me flageller pour ça parce que je pense que franchement, c'était un Pour le gros oubli. VRS. Donc, Non. je vais faire les présentations. Donc, Gilles Garcia, moi, je suis pneumologue. Je suis plutôt quand même franchement sur le versant asthme. Et donc, on peut dire que je suis asthmologue. Dorian Chériou. Alors, je vais plutôt commencer par Christine. Christine, qui est la cheville ouvrière depuis des années de l'association Asthme Allergie, et sans qui cette association n'existerait plus depuis bien longtemps. Et Dorian Chériou, qui est, je ne sais pas comment on va dire ça, le renouveau hein, de cette association, qui est un patient asthmatique sévère et qui a la double casquette à la fois l'association Asthme Allergie, mais également le versant patient. Alors, Dorian, je pense que tu as quelques questions, non, peut-être, qui te sont venues en écoutant ce topo, ou quand même, Oui. clairement, ça devient un élément extrêmement important de la prise en charge des patients asthmatiques. Oui, alors je ne vais pas poser toutes mes questions parce que peut-être Christine, il y en a sur le chat. Effectivement, on voit que c'est très complexe la vaccination et encore plus quand on a une maladie chronique associée à ça parce que bah, c'est, oula, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas? Moi, il y a plusieurs questions et la première que je pourrais poser, alors j'ai tendance à mettre les pieds dans le plat du coup, si on dit que la couverture vaccinale n'est pas suffisante, d'autant plus chez les asthmatiques, je crois que c'est 15%. On recommande et finalement pourquoi on n'obligerait pas parce que quand on voit les difficultés que ça peut entraîner d'avoir une grippe, un Covid ou sur un asthme mal contrôlé ou même un asthme contrôlé, enfin voilà, première question que je pourrais avoir à poser. Alors, c'est très compliqué l'obligation vaccinale, particulièrement en France, Ouais. hein. On est quand même un des pays les plus hésitants. Alors,
finalement, l'obligation vaccinale des enfants s'est plutôt bien passée, hein. Il y a une acceptabilité qui a été plutôt bonne. Chez l'adulte, bah, vous avez vu les difficultés avec la vaccination Covid, alors même qu'on a eu une chance quand même folle d'avoir un accès à ces vaccins assez rapide. Donc l'obligation, je pense que c'est illusoire, bien que voilà, ça fasse partie de la prise en charge. En revanche, je pense que la meilleure communication auprès des pneumologues, auprès des patients, et puis bah, moi, je vous avoue que j'aimerais vraiment qu'il y ait un système de l'assurance maladie où ben, quand on est asthmatique, on reçoit le bon de vaccin grippe, on reçoit le bon de vaccin pneumocoque, le bon de vaccin SARS-CoV-2, et où, enfin, c'est assez simple à faire hein, en fait. Hein. L'assurance maladie a toutes les informations. Donc, peut-être que ça va venir. En tout cas, je pense que déjà, quand même, pour être optimiste un peu, la vaccination fait maintenant partie intégrante de la prise en charge d'un asthmatique et je pense que c'était un peu moins le cas, enfin, c'était le cas, mais peut-être de façon un peu moins nette. Et en tout cas, la couverture vaccinale nous montre que ça ne l'était pas assez il y a encore 10 ans, quoi. Et le Covid, ça nous a aussi appris que c'était pas des maladies banales. C'est-à-dire qu'on a vraiment considérablement banalisé la grippe, et c'est très bien que tu nous aies rappelé que c'était une maladie mortelle, et le Covid est une maladie extrêmement dangereuse. C'est vraiment un sale truc. Et on a effectivement beaucoup de patients qui... C'est toujours une balance, hein, et les patients regardent la vaccination en disant, mais vous vous rendez compte de ce que ça fait la vaccination? Et en fait, oublient totalement ce que le vaccin, ce que le virus était capable de faire. Alors, comme on a une bonne couverture vaccinale, on n'a pas tout à fait le même impact de la maladie maintenant, mais c'est quand même un sale truc. Et il faut vraiment que les asthmatiques soient protégés contre ça, et surtout les asthmatiques sévères. Alors après, quel âge? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser, mais il faut vraiment avoir le réflexe de se protéger contre ces maladies. C'est pas que ça... Enfin, il y a une fausse banalisation de ces problèmes. Tout à fait. Alors, moi, j'ai quelques questions. Bon, déjà, Linda, mais vous avez déjà répondu. L'entourage doit-il également réaliser le vaccin contre la grippe? Oui, tout à fait, parce que c'est ce que je disais, c'est que finalement, ce vaccin, on n'est quand même qu'à moitié satisfait de son efficacité, il faut quand même le dire, hein. En plus, c'est une efficacité qui est variable. Alors après, est-ce qu'il vaut mieux être protégé à 50% que pas du tout? Moi, je choisis les 50%. Mais clairement, pour améliorer l'efficacité vaccinale et faire en sorte que la grippe ne rentre pas dans un foyer, parce que c'est vraiment une transmission intrafamiliale, la vaccination de l'entourage et j'ai envie de dire des professionnels de santé également, est très très importante. Vraiment. Alors ça, je pense que c'est un problème de considération du patient. C'est-à-dire que dans quelle mesure on considère que la personne dans son entourage familial a une maladie qui est suffisamment importante pour qu'on la protège. Et ça, c'est pas forcément facile à obtenir parce que les patients asthmatiques se plaignent assez peu. Globalement, ils vont toujours bien. Voilà. Et donc, du coup, c'est faire aussi passer le message que c'est quelqu'un qu'on doit protéger et que en se protégeant et en se vaccinant, on tient compte de sa pathologie. Et ça, c'est une considération qui est très importante dans un environnement familial et qui n'est pas si simple là aussi à obtenir. Tout à fait. Alors, on a d'autres questions qui sont arrivées aussi au numéro vert lorsqu'on a commencé à préparer ce webinaire. Est-ce qu'un vaccin peut déclencher une crise d'asthme? C'est une crainte assez souvent exprimée et je pense que c'est très bien que la question soit posée clairement. Euh, Souvenez-vous de comment fonctionne un vaccin. C'est une immunisation de tout ou partie d'un microbe, en fait. Et ça ne passe pas du tout par les voies de l'immunité qui sont impliquées dans l'asthme, en fait. Et bien sûr, les vaccins, vous l'avez vu avec le Covid, sont extrêmement surveillés. Et on a, outre une explication, enfin, une physiopathologie, un mécanisme qui ne serait pas cohérent, ça c'est sûr, mais maintenant des preuves qu'il n'y a pas de sur-risque de crise d'asthme après une vaccination. D'accord. Oui, ça,
c'est le même commentaire que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on veut voir. Et quand on regarde le vaccin en disant, vous vous rendez compte de ce que ça fait, c'est la même chose qu'avec le Covid. Attention, parce que les asthmatiques font beaucoup plus d'asthme à cause des virus qu'à cause des vaccins. Ça n'a rien à voir. Et donc, regarder le vaccin n'est pas regarder le bon endroit. En plus, enfin, je suis complètement d'accord. Et on a forcément des patients qui nous ont dit, bah, moi j'ai fait le vaccin de la grippe et j'ai fait la grippe juste après. Ben oui, en fait, malheureusement, le lien chronologique, on peut toujours l'établir. On peut toujours se dire qu'à telle date, voilà, j'ai fait le vaccin, puis j'ai fait la grippe un mois plus tard. Se dire que le vaccin a provoqué la grippe, c'est médicalement impossible, déjà. On peut se dire que le vaccin n'a pas été assez efficace pour prévenir l'infection grippale. Peut-être qu'il l'a été pour prévenir une grippe grave. Donc, c'est toujours cette discussion de lien chronologique entre différents événements et, comme l'a dit Gilles, de rapport bénéfice-risque entre ce qui est évité par la vaccination et ce qui est du coup difficilement mesurable en fait. Voilà, et les effets secondaires qu'il ne faut pas nier liés au vaccin. Un vaccin, c'est un médicament, il y a des effets secondaires, effectivement. Mais le rapport bénéfice-risque d'une vaccination chez un asthmatique vis-à-vis de la grippe, du Covid, du pneumocoque, il est clairement favorable. C'est ça. C'est toujours pareil, le Covid, les gens viennent nous voir après en disant, j'ai été vacciné, mais j'ai quand même fait le Covid. Et je leur réponds, ouais, eh ben, ça vous a mis sur le flanc pendant 3 semaines. Imaginez si vous n'aviez pas été vacciné, ça aurait été bien, bien pire. Alors que déjà vacciné, il vous a quand même mis sur le flanc. Et ça, c'est une façon d'interpréter la vaccination qu'on voit aussi rarement parce qu'on dit, ouais, mais, et on met en défaut la vaccination alors qu'en fait, on ne voit pas son côté protecteur. Alors, on a reçu une autre question concernant les enfants, et je pense que ça, c'est beaucoup lié à la théorie hygiéniste, où on a dit que de vivre dans un environnement très aseptisé, etc., favorisait le développement des allergies et de l'asthme. Et donc, la question était, les enfants peuvent-ils devenir asthmatiques ou allergiques à cause des vaccins? Alors là aussi, les virus et les bactéries, particulièrement une bactérie qu'on appelle Mycoplasma pneumoniae, sont bien plus associées à l'apparition d'un asthme, y compris chez l'enfant, que la vaccination. Et je trouve qu'on a de plus en plus de données qui sont d'ailleurs vraiment impressionnantes. Enfin, moi, qui m'ont impressionné sur la relation entre le VRS, qui est donc le virus respiratoire syncytial, et la survenue d'un asthme et même d'une maladie respiratoire chronique. Donc, en fait, non, les vaccins n'induisent pas un asthme, mais c'est plutôt les virus qui sont de plus en plus associés à l'apparition de maladies respiratoires. Mais peut-être que Gilles aura une connaissance plus pointue sur le Non, sujet que non, moi. justement, avec Asthme Allergie, on a les journées d'éducation thérapeutique et l'année dernière, enfin non, cette année, mais c'était en juin, on a fait un topo sur allergènes et virus et sur une association de malfaiteurs parce qu'effectivement, ce sont des choses auxquelles on est exposé et qui peuvent avoir euh, des effets conjoints, en fait, agir ensemble de façon négative. Et encore une fois, on regarde le mauvais endroit, c'est pas le vaccin le problème, c'est plutôt l'allergène, plutôt les virus et toutes ces choses-là qui sont bien plus agressives et qui vont déclencher des réactions inflammatoires pathologiques, alors que la vaccination reste une protection. Mais c'est un imaginaire collectif qui est difficile à changer, même chez les médecins quand même, hein. Complètement. En parlant de ça, on a un témoignage de Mamie Canne à Sucre qui dit Bonsoir, mes garçons et moi-même sommes asthmatiques depuis bien longtemps. Nous n'avons jamais eu de proposition de vaccination. Il a fallu que je sois diagnostiquée d'une polyarthrite pour recevoir le document de la Sécu, vaccin grippe et Covid, que je fais chaque année sans aucun souci. On ne nous a jamais parlé de vacciner l'entourage. Voilà, ça c'est pour Ouais, étayer ça, ce que c'est Gilles vient de exactement. dire. Il C'est faut un beaucoup témoignage. d'humilité. Dans notre métier, il faut beaucoup d'humilité. On peut toujours progresser. Il y a Ouais, toujours des choses qu'on oublie dans une consultation. Et ça m'est arrivé plus d'une fois d'oublier de faire le point sur les vaccinations. Donc, Mm. tout peut arriver. Et, je voilà, pense C'est que l'humilité. l'information du patient est maintenant très importante et que, enfin, clairement, comment dire.
Bien sûr que la non-proposition est une cause de non-vaccination, ça c'est sûr, mais je pense que la sensibilisation n'était pas la même. C'est ce qu'on disait, c'est il y a 10 ans, on avait moins cette vision de prévention des exacerbations qu'on a maintenant. Et puis, je pense aussi que bah, les instances ont leur rôle à jouer, hein. Je pense qu'effectivement, bah, quand on est noté comme asthmatique à la caisse primaire d'assurance maladie, ce serait idéal qu'on ait une petite liste de choses à faire. Et puis, bah, je trouve que bah, typiquement, ce genre de webinaire à destination des patients, ben, c'est parfait parce que c'est le patient qui se saisit de sa santé et qui va interpeller son médecin généraliste, pneumologue sur la vaccination. Donc, je pense qu'on va vraiment dans le bon sens. Alors, on avait encore, alors j'ai encore deux questions et puis après je reprendrai les questions qui arrivent sur Facebook. On a dit à un moment que l'asthme protégeait du Covid. Ça a été pas plus à risque et puis finalement on s'est rendu compte que ça n'avait pas l'air d'être tout à fait le cas et on avait même émis l'hypothèse que être asthmatique, ça protégeait plus ou moins du Covid. Donc, faut-il quand même se faire vacciner? M'a demandé cette personne. Alors, au tout début, c'était pas très facile d'identifier les différents facteurs de risque. Ce qui est apparu quand même assez rapidement, c'est que l'asthme contrôlé n'était pas un facteur de risque de Covid grave, donc ça c'était rassurant. Mais pour autant, comme on l'a vu et dit, le Covid est un élément décompensant une maladie asthmatique. Donc, il faut clairement se faire vacciner. Malheureusement, l'asthme n'est pas encore un facteur protecteur. Non. Alors, dernière question qui m'était arrivée précédemment. Ça allait peut-être pour Gilles. Où en est-on du vaccin contre l'asthme? On a un petit peu de temps encore devant nous, hein. Donc en fait, depuis maintenant une grosse quinzaine d'années, même peut-être une vingtaine d'années, on a des médicaments qui sont arrivés sur la thématique de l'asthme sévère, qui sont des biothérapies et qui vont cibler des éléments immunologiques de l'inflammation asthmatique. Sauf que ces biothérapies sont en injection sous-cutanée toutes les 2, 4 ou 8 semaines, mais c'est un traitement au long cours. Et l'idée, ce serait de cibler les mêmes éléments immunologiques, mais de faire une injection qui permette de protéger pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Pour l'instant, on est sur des résultats chez la souris asthmatique ou la souris humanisée. Donc, on est quand même sur des résultats prometteurs, mais chez la souris. Donc, on a un tout petit peu de temps avant que ça arrive chez l'homme et avant qu'on ait des choses qui soient vraiment solides. Je pense qu'il faut compter plutôt une petite dizaine d'années. Mais Peut-être donc, il un y a peu quand moins. même Allez, un on va dire espoir. entre 5 et 10 ans pour être optimiste. Donc, il y a un espoir quand même. Oui, oui, ça fait partie des thématiques de recherche. Déjà, les biothérapies ont quand même changé la vie d'un paquet d'asthmatiques sévères. C'est sûr que ce sont des injections répétées, mais si on arrive effectivement à aller sur des profils de vaccination de ces patients-là, euh, voilà, on a encore un peu de. Pour l'instant, il vaut mieux parler de la vaccination sur des virus que de la vaccination de l'asthme. Il y a une réalité et un futur. D'accord. Alors, j'ai Marcel qui nous demande, euh, euh, mais bon, concernant l'asthme allergique, quel vaccin avez-vous mis sur pied contre quels allergènes? Alors, déjà, est-ce qu'il y a des vaccins contre les allergènes? Et est-ce que ne parle pas plutôt de désensibilisation ou de... Je ne sais pas. C'est pas... Je trouve que la question n'est peut-être pas Oui, très c'est très pas une claire. vaccination, c'est-à-dire qu'effectivement, on est sur des immunothérapies où on va faire de la tolérance haute zone, c'est-à-dire que la désensibilisation, on va habituer le corps à tolérer de fortes quantités d'allergènes pour que lorsqu'il en rencontre une petite quantité, il ne réagisse pas. Mais ce n'est pas une vaccination au sens strict, comme tout se passe en injection, parfois on dit que tout ce qui se passe en injection sont des vaccins. Donc les biothérapies deviennent des vaccins. Les anciennes désensibilisations en injection deviennent des vaccins. Enfin, alors que là, on est vraiment sur de la vaccination qui cible les maladies virales et pas les allergènes.
D'accord. Donc, il n'y a pas de vaccin contre les allergènes. Non. Alors, attendez, j'avais une autre question que je la retrouve, pardon, de Jamila. Je pense que Jamila est médecin. Et elle dit, si le vaccin n'est efficace qu'à 50%, comment expliquer que certains malades vaccinés annuellement, régulièrement, ne font plus de grippe? Certains asthmatiques allergiques ne trouvent aucun intérêt à se faire vacciner contre la grippe car ils ne font jamais de grippe. Doit-on insister pour vacciner tous les asthmatiques? Deux questions. Alors, et sur la première question des gens qui sont vaccinés qui font pas de grippe, bah, j'ai envie de dire tant mieux. C'est que peut-être le vaccin a été efficace à 100%. Ça arrive, donc c'est plutôt bien. Est-ce que pour autant, il faut se dire que parce que quand ils étaient vaccinés, ils n'en faisaient plus, il faut arrêter de vacciner? Je pense que c'est pas le raisonnement juste. C'est justement de se dire qu'on a réussi à éviter des grippes graves grâce à la vaccination. Pourquoi ne pas continuer à vacciner? J'aurais plus analysé l'histoire dans ce sens. D'accord. Euh, alors, une question, mais là qui est plus générale, asthme. Peut-être, enfin, l'un et l'autre, vous pouvez répondre. Qu'en est-il du risque cardiovasculaire chez l'enfant présentant un asthme sévère? Là, on est un petit peu en dehors du Oui, on est un micro. petit peu en dehors. Là, on n'est pas sur une thématique de vaccination. Le risque cardiovasculaire, il est augmenté chez l'asthmatique. Il est très augmenté chez l'asthmatique qui a souvent recours aux corticoïdes oraux. Mais là, on parle plutôt du risque vasculaire chez l'adulte. Après, il faut toujours un peu faire attention sur les maladies virales. Mais chez l'enfant, tout à l'heure, tu parlais du risque vasculaire chez un adulte qui fait une maladie virale. Chez l'enfant, on n'est pas tout à fait sur ces problématiques. Tout à fait. On va peut-être passer la main à Dorian, non? Parce qu'il avait peut-être des Juste un questions à poser. commentaire de Marcel. Merci beaucoup pour m'avoir répondu. Je suis satisfait de la réponse du professeur Gilles. Voilà. Oh, merde. Donc, professeur Bon, alors, je Gilles, peux revenir. bravo. Ça va, c'est bon, je peux revenir. Tu peux revenir. Dorian, Ouais, moi je peux poser une question. Alors, je sais pas si on y a répondu, je me souviens pas, mais que pour faire des séances d'éducation thérapeutique, on a souvent cette question sur les biothérapies et pour le coup sur la vaccination. Et parfois les patients nous disent, mais à force de s'injecter des choses, hein, biothérapie, vaccin, est-ce que ça ne risque pas d'affaiblir notre système immunitaire? Bon, on a un peu la réponse, mais pour fermer ce chapitre, est-ce qu'on Bien. peut y répondre? Non. Alors, en fait, il faut savoir qu'on est quotidiennement stimulé par plein de pathogènes, d'agents en tout genre, et que la vaccination est un tout petit stimulus par rapport à toutes nos stimulations de la journée, en fait. Donc, non, enfin, bon, clairement, la vaccination n'épuise pas notre système immunitaire, ça c'est clair, c'est plutôt l'âge parfois, hein. On a différentes raisons de moins bien répondre à une vaccination, d'être plus sensible. C'est l'âge, c'est les immunosuppresseurs. En l'occurrence, les biothérapies dans l'asthme ne sont pas des immunosuppresseurs. Elles ne diminuent pas la réponse aux agents infectieux. Donc, à la différence d'autres traitements pour des maladies chroniques. Donc, ben, en fait, je pense que c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le format injectable aussi qui parfois est un peu lassant, j'ai envie de dire, pour les patients, ce qu'on comprend bien, parce que c'est vrai que c'est lourd. Mais in fine, c'est pas parce qu'on injecte quelque chose plutôt que le prendre par voie orale qui a forcément plus d'effet, quoi. non, puis c'est un problème de compréhension des mécanismes, parce que comme on utilise le mot bronchite, on sous-entend une cause infectieuse. Or, dans l'asthme, on ne fait pas des bronchites, on fait des poussées inflammatoires. C'est-à-dire qu'il y a un virus qui passe, c'est une pichenette, et quand on a des bronches très inflammatoires, la pichenette, ça déclenche une énorme réaction inflammatoire, mais ce n'est que de l'inflammation, et c'est pour ça que c'est la cortisone qui marche. Et donc, mais c'est plus du tout de l'infection. Et donc, on est dans une espèce d'imaginaire collectif autour de l'infection. Alors qu'en fait, quand on prend un traitement des corticoïdes inhalés ou une biothérapie, en fait, on va stabiliser l'épithélium des bronches qui est en lien avec l'extérieur et qui va de ce fait-là devenir très résistant aux agressions extérieures.
Et donc, il n'y a pas du tout d'histoire d'immunité là-dedans, en fait. C'est pas tellement ça la problématique. Les vaccins, c'est pas, ça diminue pas l'immunité. Les biothérapies, ça diminue pas l'immunité. Et quand on fait moins de bronchite, c'est pas parce qu'on fait moins d'infections, c'est parce qu'on restaure une stabilité de l'épithélium qui fait que ça ne déclenche plus de cascade inflammatoire. Et ça, c'est une compréhension des mécanismes de l'asthme qui est assez difficile. C'est pas intuitif, hein, parce que c'est vrai, quand on tousse, on crache jaune, on pense qu'il y a de l'infection. Or, il n'y en a pas. Et donc, en fait, on va restaurer un épithélium solide en se vaccinant, en prenant son traitement. Et donc, il n'y a pas du tout d'immunité là-dedans, en fait. L'immunité, elle est très bonne. Et au contraire, la vaccination, ça la stimule. C'est même un entretien de ce type de choses, de l'immunité. Euh, Tout à l'heure, on a parlé du VRS et du vaccin contre le VRS. Donc, il est recommandé chez les personnes asthmatiques de plus de 65 ans. C'est ça? Et en dessous, il n'y a pas de Non, pas possibilité encore. de vacciner? D'accord. Pas encore, effectivement. Il est recommandé en population générale dès 75 ans. Et en cas de maladie respiratoire chronique telle que l'asthme, il peut être proposé dès 65 ans. C'est pour ça que je disais chez l'asthmatique, c'est 65 ans. Avant, D'accord. effectivement, on a des études en cours dont on n'a pas encore les résultats. Donc, peut-être que dans un an, on se rendra compte qu'il est absolument euh, très, très important de vacciner l'asthmatique vis-à-vis du VRS dès 18 ans. Mm. Peut-être. Pour l'instant, on n'a pas les études pour supporter ça. En revanche, on a les études pour supporter que dès 65 ans, il y a un intérêt à vacciner. Mais je pense que de toute façon, sur le VRS, on est au tout début de l'histoire parce que c'est ben, en fait pour identifier bien le fardeau lié à ces infections, il faut les détecter. Et pendant très longtemps, en fait, on les détectait pas, quoi. Et puis avec ben, le Covid, l'arrivée des PCR, on a commencé à faire des PCR Covid, mais aussi des PCR VRS, et on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup, et qu'il y en avait beaucoup aussi dans des exacerbations d'asthme. On avait déjà des idées, il y avait déjà des données, mais là, on a des données qui sont un petit peu plus solides, j'ai envie de dire. Et donc l'arrivée des vaccins VRS ouvre un peu une porte en se disant, bah, finalement, si on vaccine contre le VRS, on vaccine contre la grippe, contre le Covid, contre le pneumocoque, et bien la pichenette du virus ou de la bactérie peut permettre, enfin, l'absence justement d'infection peut permettre d'éviter cette cascade et de prévenir des hospitalisations. Ouais. Tous les ans ou tous les 2 ans, la vaccination VRS? Alors, pour l'instant, la seule étude qui a considéré, enfin évalué une revaccination à un an montre qu'il n'y a pas de bénéfice à revacciner à un an. Donc, pour l'instant, la recommandation, c'est une injection et on verra après. À suivre, j'ai envie de dire. Et Ouais, parce que juste pour on a eu beaucoup. Pardon. Vas-y, c'était vas-y. juste en fait ce qu'on disait tout à l'heure, je crois que c'est pas prise en charge, donc prix libre. Est-ce qu'on a une idée du prix de ce vaccin en moyenne? Ouais, ouais, ouais. Autour de 200 euros dans les pharmacies Ouais, ouais. Ah, c'est cher, hein. Ça fait ouais. Mais ça devrait être remboursé assez rapidement, je pense. J'espère. Alors, il faut quand même dire, d'ailleurs, j'aurais dû le préciser, que chez la femme enceinte, il y a un des vaccins qui est déjà remboursé, puisque vous avez peut-être entendu parler de cet anticorps monoclonal qu'on donne aux nourrissons maintenant dès la maternité pour prévenir les bronchiolites. Parmi les autres stratégies de prévention des bronchiolites du nourrisson, il y a la vaccination de la femme enceinte où, en générant des anticorps lors de sa grossesse, la maman va transférer les anticorps par voie transplacentaire au nourrisson, au nouveau-né à naître en fait, et donc le protéger dans sa première année. Et donc, il y a un des trois vaccins qui a une autorisation de mise sur le marché et un remboursement chez la femme enceinte, D'accord. déjà. Et les autres vont suivre Et en les termes. autres, ben, c'est voilà, c'est 65 ans. Mais on a eu beaucoup de témoignages en début d'année, enfin fin d'année dernière, début d'année, de personnes qui ont vraiment été très, très, très malades à cause du VRS. Et finalement, c'était un petit peu incompréhensible
sensible parce que dans l'esprit de tout le monde, le VRS, c'est le nourrisson, c'est pas la personne adulte. Et on a eu des gens qui nous ont appelés en disant, mais ça fait 3 semaines que je tousse, que je suis malade, j'arrive pas à m'en débarrasser, etc. Et après, ben, on a su que c'était effectivement que c'était une infection par VRS. Donc, je crois que l'année dernière a quand même été assez Oui. particulière et ça a un petit peu En fait, clairement, désorganisé. bien sûr. Clairement, la pandémie Covid, puis les masques, il y a eu quand même un chamboulement dans l'épidémiologie, un peu des infections virales, mais aussi bactériennes, hein, parce qu'on a vu la coqueluche, mais il y a eu aussi Mycoplasma pneumoniae l'année dernière. Donc, ça a un petit peu tout chamboulé. Et puis, il y a aussi une immunité de groupe qui a un petit peu diminué. Et puis, du coup, quand on re-rencontre, j'ai envie de dire, des virus, parce que le VRS, c'est aussi un virus contre lequel on s'immunise peu. C'est-à-dire que quand on fait une infection à VRS, bah, 3 mois plus tard, on n'a plus d'anticorps, quoi, générés par cette infection. Donc, Ouais. en fait, ouais, ouais, on est très, très vulnérable vis-à-vis du VRS. Et c'est un virus d'hiver ou Oui, c'est novembre-mars. qui, novembre? Novembre-mars, en dehors de la pandémie Covid, parce que par exemple, la saison, je crois que c'est 2021-2022, a été extrêmement décalée, plutôt au printemps en fait. Mais habituellement, c'est un virus assez réglé, c'est novembre à mars. D'accord. Ah bah oui, cet hiver-là, les asthmatiques étaient ravis, hein. Ils sortaient pas de chez eux, ils avaient des masques tout le temps. Donc là, ils regrettent ce temps-là, hein. Il y avait zéro exacerbation, enfin très peu, hein. Oui, c'est bon, C'est relatif, c'est relatif. tout est relatif, je suis d'accord. Et il n'y a pas d'autre, enfin, il n'y a pas de traitement curatif. Non. Non, non, il y a eu des essais. Alors, il y a un antiviral qu'on donne pour des gens qui ont un système immunitaire très, très affaibli. Mais franchement, quand on regarde les études, il faut vraiment voir le verre à moitié plein. Et il y a eu plusieurs essais sur des traitements curatifs qui ont tous échoué. Donc, pour l'instant, on n'a pas de traitement efficace contre le VRS. Et c'est pour ça, enfin, clairement, il vaut mieux prévenir que guérir, hein. Ça, c'est évident, je Ah ouais, pense. parce C'est que même. ça Et rentre dans le Dorian, en système. ETP, c'est perçu comment la vaccination? Parce que clairement, la vaccination grippale, la plupart des gens disent ouais, je la fais tous les ans, mais dès qu'on parle de vaccination Covid, ils nous regardent bizarrement. Tu ressens ça aussi quand tu fais de l'éducation thérapeutique? Alors, la vaccination en général, enfin, je retombe sur les chiffres, hein, la majorité des patients ne sont pas vaccinés contre la grippe, le Covid encore moins parce que c'est une page derrière en fait, hein, donc pour eux c'est fini alors qu'il y a encore des Covid. Mais je pense qu'ils sont tout simplement pas au courant en fait de ce qu'ils doivent faire dans un calendrier vaccinal, les patients. Enfin, moi, avant qu'on me le dise, je savais pas non plus. Et certains ne reçoivent pas non plus de bons, malgré que l'assurance maladie arrive à cerner sur la grippe, mais sur le reste. Le pneumocoque, c'est souvent s'il n'y a pas de pneumologue dans la boucle, c'est vrai que les patients, ils n'ont pas eu de sensibilisation à ce sujet-là. Donc, aussi en éducation thérapeutique, de resensibiliser, de faire un état des lieux dessus. Mais la vaccination, c'est encore un sujet, alors je ne vais pas dire tabou, hein, parce qu'on en parle, mais c'est encore un sujet fragile chez les patients. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire dessus, quoi. Ouais, mais c'est plus difficile de vacciner contre le Covid que contre la grippe, hein. Je vais voir en consulte, je ne sais pas pourquoi, les vaccins ARN, là aussi, il y a une perception. Tu ressens ça aussi, non? Je pense qu'à Bordeaux, c'est pareil partout, hein. Complètement. Oui, c'est autant finalement, on arrive mieux maintenant à convaincre les patients de la vaccination grippe qu'avant le Covid, je trouve. Mais par contre, la vaccination Covid, là, il faut y aller, ouais. Alors que Oui, la parce que vaccination pneumocoque passe très bien. Donc, ouais, c'est ça, il y a toujours la tante du neveu, de la belle-mère, de la grand-mère qui a fait un truc pas possible, on ne sait pas bien ce que c'est. Et c'est ça. il y a une peur comme ça quasi collective en fait de cette vaccination, Ouais. alors que quand même, ça nous a tiré d'une situation qui était mais terrible, hein. S'il n'y avait pas eu ça, Ouais. Ouais. on aurait vraiment pris cher, hein. Oui, et puis quand on voit la surveillance qui a été mise en place et la transparence, enfin, tous les rapports sont vraiment accessibles, téléchargeables.
bon, c'est quand même, on n'a pas toute cette transparence avec d'autres vaccins que le Covid, hein. On a accès, mais là, il y a une volonté de surveillance particulière qui devrait rassurer. Oui, il y a un principe de base, hein, c'est que la vaccination, c'est que la maladie, c'est toujours pire que la vaccination, hein. Oui. Oui. Et je vous renvoie, parce que je crois que il est 19h30. Je vous renvoie sur notre site internet asthme-allergie.org et avec un article Protégez âge et vaccinez-vous, parce que finalement, c'est effectivement le meilleur moyen d'éviter de développer toutes ces maladies comme cela vous a été expliqué ce soir. Gilles, tu veux conclure? Bah, avec plaisir. En tout cas, un grand merci pour toutes ces précisions et ces discussions. Un grand merci pour t'être rendu disponible parce que c'est une problématique qui est extrêmement difficile dans la population et pas que. Et c'est vraiment bien qu'on ait eu des choses et des messages très clairs qu'on va pouvoir continuer à diffuser sur les réseaux sociaux. Donc vraiment un très très grand merci de ta disponibilité et de ta clarté. Au plaisir. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. À bientôt. Et Bonne bonne soirée à soirée. tous. Au revoir. Bonne soirée. Dorian, tu fermes.